Bonjour, je vais vous parler un peu des projets de recherche dans la filière Oscar. Je suis chargé de mission recherche et base de données et je travaille notamment avec le GT3. Donc, attends, ouais, je le mets en diapo. C'est bon. Donc, on a les prix recherche au sein de la filière Oscar. En 2023, on avait le prix jeune chercheur depuis quelques années déjà. Le prix jeune chercheur qui est attribué à un jeune chercheur et les prix impulsion à la recherche qui sont des plus gros prix qui ont été décernés lors de la journée recherche 2023 en juin dernier. Donc, il y a le docteur Marie-Noëlle Meaux qui a travaillé sur le rachitisme phosphatémique et Alix, plus proche encore, et qui a obtenu le prix jeune chercheur. Donc, c'est un prix de à peu près 1 000 € pour participer à des congrès. Et les prix impulsion à la recherche, qui sont des plus gros prix pour pouvoir lancer des programmes de recherche à hauteur de 15 000 €. On a pu en financer 4 en 2023. Donc le docteur Marjolaine Willem sur la maladie de Café, docteur Frédéric Vellard sur la dysplasie fibreuse des os, docteur Valérie Alamand sur le syndrome Ehlers-Danlos non vasculaire et docteur Caroline Collet sur l'étude du rôle de SMAD7 dans l'ostéosclérose. Ces prix sont renouvelés pour l'année 2024. Donc on va avoir le prix Impulsion Recherche, toujours à hauteur de 15 000 €. Pour l'instant, on part sur 3 prix, on verra en fonction des budgets de la filière. Bon, tout ça sera lancé début 2024, donc il y aura des mails qui seront envoyés. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions ou quoi ou qu'est-ce. La deadline, oui, c'est donc les prix seront, les candidatures, le lancement c'est début 2024, donc en janvier vous allez recevoir des mails et répondre mars-avril. Bon, ce sera indiqué dans le lancement, mais fin mars, début avril, avec un rendu à la journée recherche du 13 juin 2024. Donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas pour ceux qui sont intéressés, sachant que les lauréats des prix jeunes chercheurs sont invités à présenter leur recherche lors de la journée de juin 2024, la journée recherche. Et on a également le lancement d'un nouveau prix qui a été décidé au sein du groupe de travail recherche, donc le GT3. C'est le prix du meilleur article scientifique de l'année concernant une thématique de recherche de la filière Oscar. Donc c'est ouvert, voilà. Nouveauté pour 2024, c'est que les prix jeunes chercheurs, les 3 prix sont ouverts aux recherches en sciences humaines et sociales. Donc n'hésitez pas à postuler. C'est une première 2024. On tente les SHS. On se dit depuis quelques années, on se disait qu'il fallait le faire. Donc là, on tente. On voit le nombre de candidatures qu'on aura et si vraiment on a beaucoup de candidatures, potentiellement pour 2025 ouvrir un prix spécifique au SHS. Donc voilà, n'hésitez pas. Nouveauté aussi pour les prix Impulsion à la recherche qui a été décidé au sein du GT3, c'est on va bien indiquer que les doctorants et les post-doctorants peuvent être porteurs du projet. Ce n'était pas indiqué avant et c'était souvent le directeur, le chef du labo qui postulait. Donc là, ça va bien être indiqué que les doctorants, post-doctorants peuvent être porteurs de projets, aussi bien pour le prix jeune chercheur que pour le prix Impulsion à la recherche, du coup, qui est un plus gros prix. Bonjour à tous, je remercie la filière Oscar de me donner l'opportunité donc de présenter ces résultats sur l'estimation de l'incidence et de la prévalence de l'hypophosphatémie et Alix en France à partir des données de la BNDMR. Donc, comme vous le savez tous, et on en a déjà un petit peu parlé, il y a eu différents plans maladies rares, dont le premier s'est axé sur l'accès d'équité aux soins et a permis la création des différents centres de référence maladies rares. Enfin, le second qui s'est axé sur la prise en charge des maladies rares et a permis d'améliorer le retard au diagnostic et s'est axé sur l'errance au diagnostic. Et il y avait également une part sur le développement de la recherche et au cours de ce plan maladies rares est née la Banque nationale données maladies rares dont on va parler juste après. Enfin, le plan maladies rares numéro 3 qui s'est terminé récemment, qui était axé principalement sur le diagnostic et les traitements et prochainement le plan maladies rares numéro 4 qui sera axé sur le dépistage génétique et le parcours de soins des patients qui reste encore à améliorer. Donc, la Banque nationale données maladies rares est née en 2014. Auparavant, c'était CEMARA et les données de CEMARA ont été implantées dans la Banque nationale données maladies rares. Comment sont implémentées les données dans la BNDMR? C'est à partir d'un set de données minimales obligatoires
où vous le verrez, finalement, bon, c'est assez restreint comme données. Donc on a des données d'identité, date de naissance, le lieu de naissance et de résidence, le centre dans lequel sont suivis les patients, le diagnostic avec le code Orphanet qui va nous permettre vraiment d'identifier les différentes maladies rares, l'âge au premier signe, l'âge au diagnostic et les antécédents les antécédents familiaux. Le diagnostic, il peut être soit en cours, on n'est pas obligé tout de suite d'avoir le résultat, donc il peut être en cours, probable, confirmé ou indéterminé. Il y a différents statuts. Donc moi, je m'intéresse surtout à l'hypophosphatémie liée à l'X, qui est donc rapidement une maladie génétique rare liée à une mutation du gène FEX qui est situé sur le chromosome X. Et cette mutation, on ne sait pas encore très bien par quel mécanisme, mais elle entraîne un excès de FGF23 sérique. Ce FGF23, il est sécrété par les océocytes et est à l'origine d'une fuite rénale de phosphate. Très rapidement, donc le diagnostic, il se fait majoritairement dans l'enfance sur la déformation des membres inférieurs, une petite taille, un retard d'acquisition à la marche, mais on a également des diagnostics à l'âge adulte sur une arthrose précoce, des anthésopathies, toujours la déformation des membres inférieurs. Et on n'a pas de données d'incidence et de prévalence du XLH en France. Donc les objectifs de l'étude, c'était d'évaluer l'incidence et la prévalence des patients XLH en France à partir des données de la BNDMR et de regarder un petit peu le délai entre l'âge au premier symptôme et l'âge au diagnostic chez les patients atteints de XLH. Donc nous, on a identifié les patients XLH à partir de ce qu'ils appellent dans Orphanet les orphacodes. Donc il y a le MR437 qui code pour rachitisme hypophosphatémique, et le MR899-36 qui code pour hypophosphatémie liée à l'X. Et on a pris uniquement les diagnostics qui avaient le statut de probable ou confirmé. On s'est intéressé aux adultes également, et donc l'adulte, on l'a défini par un âge supérieur à 18 ans. Donc voici les résultats de notre étude. Donc nous avons retrouvé 729 patients atteints d'hypophosphatémie liée à l'X. Il y avait 446 adultes et 283 enfants et 2 tiers de sexe féminin, ce qui est attendu dans le rachitisme hypophosphatémie liée à l'X. On avait un diagnostic confirmé pour 96% des patients et probable pour 4% d'entre eux. Et on retrouvait une forme familiale dans 45% d'entre eux, une forme de novo dans 30% d'entre eux, et on avait pas mal de données manquantes, puisqu'il y avait un quart de données manquantes pour cette question. Donc on voit bien qu'il y a quand même pas mal d'enfants, mais on a quand même aussi des patients qui ont plus d'une cinquantaine de patients qui ont plus de 60 ans dans la BNDMR. Pour les résultats d'incidence, nous avons retrouvé une incidence estimée chez les patients nés entre 2006 et 2021 de 16 cas par an. Et globalement, l'incidence apparaissait stable à partir de 16 ans. Donc on a les données depuis 2006, puisque Semara est né à partir de 2004, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a des données à partir de ce moment-là. Pour ce qui est de la prévalence, on a une prévalence estimée du XLH en France à 1,07 cas pour 100 000 personnes. Et la prévalence, on a distingué chez les enfants et les adultes. Et chez les enfants, on avait une prévalence estimée de 1,96 pour 100 000 habitants. Et chez les adultes, de 0,83 pour 100 000 habitants. Concernant l'âge au premier signe, ce qui était intéressant de noter, c'est que les premiers symptômes étaient rapportés pour les patients qui avaient moins de 2 ans, chez 60% d'entre eux, et le diagnostic n'était fait avant l'âge de 2 ans, entre guillemets, que chez 38% d'entre eux. Et comme je suis rhumatologue adulte, on s'est aussi regardé chez les adultes. Il y a 4% d'entre eux qui rapportaient des symptômes qui étaient apparus après l'âge de 18 ans. Et on avait un diagnostic qui a été posé à l'âge adulte chez 10% d'entre eux. Donc, ce qui était un chiffre quand même assez, qu'on a retrouvé assez élevé dans cette population. Concernant le délai au diagnostic, on avait chez les enfants un délai médian au diagnostic de 2 mois.
et chez les adultes, un délai médian au diagnostic de 0 mois. Là, j'ai mis les adultes au moment dans la BNDMR, mais quand on a regardé donc, les 55 patients, les 10% finalement des patients qui avaient eu un diagnostic après l'âge de 18 ans, l'âge au premier symptôme, médian, il était de 17 ans, et l'âge médian au diagnostic, il était de 34 ans. Pour les formes familiales et de novo, on avait un délai médian au diagnostic dans les formes familiales de 0 mois, et dans les formes de novo, donc le diagnostic était plus long, avec un délai médian de 6 mois. Les points forts de notre étude, c'est que nous avons inclus un grand nombre de patients ont été inclus dans la BNDMR. Cela a été possible parce que depuis 2021, la file active et l'activité ne sont plus déclaratifs, mais sont calculés à partir des données qui sont rentrées dans la BNDMR. Et donc cela a permis d'inclure un grand nombre de patients, parce quand on a commencé cette étude et quand on est rentré dans les données de la BNDMR, on a eu un peu peur parce qu'on avait moins de 100 patients atteints de XLH, et c'est bon. Donc, ça nous a permis d'avoir un grand nombre de patients. L'autre point fort, c'est qu'on avait un diagnostic certain de XLH. Et il s'agit de la première étude d'incidence et de prévalence des patients atteints d'XLH en France. Les limites, c'est qu'on a probablement une sous-estimation du nombre de patients, puisqu'on avait principalement les patients qui sont suivis dans les centres de référence et de compétences. Mais on sait que tous les patients ne sont pas forcément suivis dans ces centres. Et on a l'autre donnée, l'autre limite, c'est qu'on a quand même un nombre de données assez limité, notamment de données cliniques, qui est assez limité dans la BNDMR. En conclusion, donc l'incidence de 16,8 cas par an, ce qui fait à peu près 2,24 cas pour 100 000 naissances. Une prévalence de 1,07 cas pour 100 000 habitants. Mais je pense que cette prévalence, finalement, la prévalence chez les enfants est plus proche de la prévalence réelle en France, puisque les patients adultes, on pense qu'il y avait vraiment une nette diminution de la prévalence chez les adultes. On pense que c'est lié à une perte de suivi chez les patients qui ont un XLH dans une forme modérée, où il y a 2 études peut-être qui rapportent un excès de mortalité, mais ces données doivent être encore confirmées dans le XLH. Concernant les données de la littérature sur l'incidence et de la prévalence, on avait des données qui étaient plutôt cohérentes avec celles de la littérature. Une incidence de 3,9 pour 100 000 naissances au Danemark, avec une prévalence de 4,8 pour 100 000 habitants. Mais eux, ils n'utilisaient pas du tout les mêmes méthodes. Ils avaient des bases de données, ils avaient construit des algorithmes à partir de différents critères biologiques, cliniques et des traitements pour identifier les patients XLH. Et en Angleterre, la prévalence retrouvée était à peu près de 1,4 cas pour 100 000 habitants. Le délai au diagnostic reste encore un peu long dans les formes de novo. Et donc, c'est les objectifs des centres de référence et de la filière Oscar d'améliorer les connaissances sur les maladies rares et de limiter cette errance au diagnostic dont on discute. Je vous remercie pour votre attention. On a le temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question. Bravo, Julia, c'est vraiment un très beau travail. Une question sur la possibilité d'utiliser les données qui sont dans la BNDMR d'activité, c'est-à-dire, parce que là, tu as fait finalement que la partie, le set de données minimum, mais on a après aussi quand même des données qui sont peut-être un peu plus médico-économiques de suivi dans le centre de référence, et comment est-ce que si on s'adresse à la CNAM, on aura le même, ou à SNDS, on aura les mêmes chiffres, ou est-ce que tu prévois de faire un travail comme ça ? Normalement, les données de la BNDMR doivent être fusionnées avec le SNDS. Alors dans le SNDS, en fait, on ne peut pas retrouver aussi facilement les patients atteints de maladies rares, dans le SNDS, il n'y a que les codes SIM10. Et donc là, il faudrait également utiliser les algorithmes qui sont aussi utilisés finalement dans les autres études.
Donc le chaînage BNDMR-SNDS finalement nous permettrait, on aurait les mêmes patients que ceux trouvés dans la BNDMR, mais on aurait beaucoup plus de données pour faire des données, d'avoir d'autres données cliniques et de suivi. Et après, dans la BNDMR, effectivement, il y a toutes les données d'activité liées, puisque maintenant, dès que les patients sont vus en consultation en hôpital de jour, les données sont rentrées dans la BNDMR. Donc oui, pour tout ce qui est parcours de soins, il peut y avoir des données intéressantes avec la BNDMR. Merci. Pas d'autres commentaires? Non, tout le monde est OK. On continue. Oui, Jean-Philippe? Est-ce que tu identifies dans la BNDMR, est-ce que tu as identifié des patients qui n'étaient pas dans Oscar, mais qui étaient suivis ailleurs, dans d'autres filières? Parce qu'en fait, il y a certaines pathologies qui croisent et des collègues qui suivent des patients. Est-ce que tu as le moyen de voir ça, que ça soit bien des centres attachés à Oscar ou pas? Voilà. C'est un peu le sujet. Est-ce qu'on est vraiment... J'ai pas. En fait, oui, je pense que oui, je peux regarder ceux qui sont bien suivis dans le CRMR-CAP, mais je les ai pas regardés. Donc je pense que je peux voir s'il y a d'autres patients qui sont suivis dans d'autres filières, c'est ça, hein, comme vous dites, dans d'autres filières, en dehors du et qui soient rapportés dans la BNDMR. Il y a eu un autre travail dans l'entrepôt de données de santé où on a regardé, mais donc ça c'est que les données d'Île-de-France, où on a regardé les patients XLH suivis en Île-de-France. Et la grande majorité d'entre eux étaient suivis dans le CRMR, mais il y a quand même une dizaine de patients qui sont pas suivis finalement. Mais une dizaine, ça reste. Mais voilà, il y en a qui ne sont pas encore suivis, mais là ils n'étaient même pas suivis dans la filière Oscar, quoi. C'était en dehors. Ils sont hors filière. On peut faire ces études très facilement. Effectivement, il faut une demande d'autorisation d'utilisation des données. Et donc, est-ce que la demande d'autorisation a été faite pour les autres filières? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ouais. Non, mais parce que dans Orchid, il y a on peut avoir exactement les mêmes patients. On a un chevauchement, ou dans FAI2R aussi. Hein. Donc voilà. Donc effectivement, c'est une bonne suggestion. D'autres comment vous aviez... Bonjour. Pourquoi avoir choisi d'intégrer les patients qui avaient un statut de diagnostic probable, sachant que, je suppose que le diagnostic du coup n'est pas confirmé, il y avait peut-être encore des tests en cours. Pourquoi du coup les avoir inclus dans l'étude? Nous, quand on codait les patients dans la BNDMR, probable, c'est qu'on a effectivement une très forte suspicion. On n'avait pas encore la confirmation génétique. C'est voilà. C'est vraiment une minorité. Déjà, c'est une minorité des patients, puisque 4% finalement avaient le diagnostic avec un diagnostic probable. Et c'était un choix de départ qu'on avait acté avec l'équipe dans le cadre de cette étude. Qui justifie justement votre choix de les intégrer? Oui, en fait, c'était vraiment les probables. La plupart du temps, on attend juste la génétique et après, dans la BNDMR, on change leur statut. Et donc, voilà, c'était plus dans l'attente d'avoir. C'est une pathologie où il y a un phénotype clinique et biochimique qui est presque non équivoque, quoi, hein, et la génétique est en confirmation. Hein. Donc c'est vrai que ça se prête bien à ce mix. Je peux entendre que dans d'autres pathologies, ça soit plus compliqué d'utiliser le probable. Okay. Merci Julia. Pardon, il y a une question, j'ai pas vu. Allez-y. Oui. Alors je suppose que pour les patients inclus dans votre étude sont ceux pour lesquels la case consentement a été cochée dans la BNDMR. Dans ce cas, les chiffres de la prévalence sont un peu faussés parce qu'il y a certains patients qui ne sont pas inclus. Oui, mais alors je ne connais pas le pourcentage de patients dont les cases ne sont pas très minimes. D'accord. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'étude clinique SETCare qui avait pour but d'étudier, alors les résultats principaux, puisque je n'ai pas le temps de tous vous les présenter, mais cette étude avait pour but d'étudier les effets des vêtements compressifs de la marque Cerecare sur la douleur des patients atteints de syndrome d'Ehlers-Danlos non vasculaire.
Une brève petite introduction sur les syndromes d'Ehlers dans l'os. Donc, il s'agit d'un groupe hétérogène de maladies génétiques rares du tissu conjonctif qui sont caractérisées par une triade clinique que sont l'hyperlaxité articulaire, l'hyperélasticité cutanée et la fragilité des tissus, qui est ici montré, illustré entre autres par un problème de cicatrisation. Il existe 13 types de syndrome d'Ehlers dans l'os. Il a été montré que les patients atteints de syndrome d'Ehlers dans l'os peuvent présenter des troubles proprioceptifs. Ces patients peuvent présenter également des entorses et des luxations à répétition, des douleurs, une grande fatigabilité qui parfois peut conduire à un handicap chronique. Il s'agit de maladies multisystémiques qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire et symptomatique, car il n'existe pas de traitement spécifique contre les syndromes d'Ehlers dans l'os. Et la plupart du temps, les patients mêlent à la fois des traitements symptomatiques, donc font appel à des médicaments et à une prise en charge rééducative pour soulager leurs douleurs et leurs problèmes. Beaucoup de patients utilisent également des aides techniques ou des vêtements compressifs au quotidien. Les vêtements compressifs sont un dispositif médical de classe 1 qui est délivré uniquement sur prescription médicale. Il s'agit d'un vêtement élastique et extensible qui exerce localement une pression en continu sur la peau. Dans le cas des syndromes d'Ehlers dans l'os, le vêtement compressif va agir sur les capteurs extéroceptifs qui se trouvent à la surface de la peau afin d'aller stimuler le système proprioceptif qui est déficitaire chez ces patients. Cela permet aux patients, entre autres, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de soulager leurs douleurs, les aider au quotidien, prévenir les entorses et les instabilités articulaires. Ces vêtements compressifs sont remboursés à titre dérogatoire pour les patients atteints de syndrome d'Ehlers dans l'os. Et afin de maintenir ce remboursement, l'HAS et la CNAM ont émis en 2010 cet avis afin de demander la conduite d'études cliniques pour prouver l'efficacité de ces vêtements compressifs afin de maintenir le remboursement pour les syndromes d'Ehlers dans l'os. C'est donc dans cette optique que l'étude SETCARE a été lancée. Donc, il s'agit d'une étude observationnelle multicentrique où nous avons comparé donc, les effets des vêtements compressifs en début et en fin de traitement. Nous avons fait un suivi donc, sur 2 ans avec des visites tous les 6 mois. Il y avait 3 centres d'inclusion. Donc, l'investigateur principal, c'était le docteur Karel Benistan, au CHU Raymond Poincaré. Nous avions également le docteur Ange Albert au centre Bouffard-Vercelli et le docteur Bénédicte Pontier au CHU Estin. Le promoteur de l'étude était donc le fabricant Cerecare. Nous avons donc étudié les vêtements compressifs faits sur mesure. Il y avait un orthésiste par site, un même fabricant de vêtements compressifs, qui étaient les vêtements Cerecare. Et l'objectif principal de l'étude était d'évaluer l'évolution de la douleur ressentie au niveau de l'articulation la plus douloureuse des patients après 6 mois de port des vêtements compressifs. Pour évaluer la douleur, nous avons utilisé le VA numéroté de 0 mm pour aucune douleur à 100 mm pour une douleur très insupportable. Nous avons également étudié donc, des critères secondaires à chaque visite. Donc, la douleur nociceptive a été étudiée tous les 6 mois, la douleur neuropathique également, les manifestations articulaires, l'équilibre, la fatigue, la qualité de vie, l'indépendance fonctionnelle, les manifestations cutanées, l'observance et la tolérance liées à l'utilisation des vêtements compressifs. Et nous avons également mesuré le taux de satisfaction des patients. Aujourd'hui, je vous présenterai essentiellement, uniquement, les résultats sur la douleur, les manifestations articulaires et la satisfaction des patients. Nous avons inclus des patients de plus de 16 ans qui étaient diagnostiqués avec un syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire selon les critères de la classification de 2017, qui est la dernière classification en date. Les patients devaient également avoir une hypermobilité articulaire généralisée avec un score de Bayton positif, avoir une histoire d'entorse et de luxation répétée, ne pas avoir porté de vêtements compressifs depuis au moins 3 mois et ne pas avoir de changement de poids prévu dans les 6 mois, notamment en cas de chirurgie bariatrique ou ce genre de choses, qui peuvent justement influer sur l'efficacité des vêtements compressifs. Alors, les résultats.
Dans cette étude, nous avons inclus 76 patients et les résultats de 67 patients ont été analysés parce que nous avons eu 9 sorties d'études. Il y avait 91% de femmes, d'âge moyen de 33 ans. 91% des patients étaient atteints de syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, ce qui était logique et attendu puisqu'il s'agit du syndrome des lèvres dans l'os le plus fréquent. Nous avions 6% de syndrome des lèvres dans l'os classique et 3% de patients atteints de syndrome des lèvres dans l'os syphoscoliotique. Les vêtements compressifs, la prescription des vêtements compressifs était adaptée aux besoins du patient et en moyenne, il a été prescrit 6,7 vêtements compressifs par patient. Les articulations les plus douloureuses mesurées à la visite médicale étaient dans 23,9% des cas l'épaule et dans 17,9% des cas le genou et la cheville. La douleur moyenne mesurée à la visite initiale, donc au début de l'étude, était de 71,5 mm. 6 mois après le port des vêtements compressifs, on a observé une diminution d'environ 25% du niveau de la douleur, où elle est passée justement à 53,5 mm. Cette diminution était significative et cliniquement et statistiquement. À la fin de l'étude, donc au bout de 24 mois, cette diminution était d'autant plus importante puisqu'elle est passée à une diminution de 40% par rapport à la visite initiale. Donc comme vous pouvez le voir, le VA était mesuré à 45,7 mm. Lorsque l'on regarde les articulations une par une, on voit que les résultats les plus importants étaient retrouvés sur l'épaule, sur le genou et la cheville, qui étaient également les articulations les plus douloureuses initialement. Et nous avons également un résultat très important au niveau du poignet. Nous avons également évalué l'effet des vêtements compressifs sur la survenue des manifestations articulaires, donc entorse et subluxation. Pour cela, il a été demandé aux patients de relever le nombre d'événements qui étaient survenus dans les 30 jours précédant la visite au centre. Donc nous avons évalué le nombre d'articulations sur 30 jours. Et comme vous pouvez le voir, on voit également, donc, au bout de 2 ans de port de vêtements compressifs, on a observé une diminution significative du nombre d'entorses de cheville et de genoux et une diminution significative du nombre de subluxations d'épaules, de rotules et de poignets. Globalement, 83,7% des patients étaient satisfaits ou très satisfaits des vêtements compressifs. 68% d'entre eux étaient satisfaits de l'efficacité, 52% d'entre eux étaient satisfaits du confort et 57,1% étaient satisfaits de l'utilisation. Le chiffre mitigé que vous pouvez voir justement sur le confort était entre autres dû aux démangeaisons et aux rougeurs que pouvaient occasionner les vêtements compressifs. Et un autre point négatif qui a été soulevé lors de l'étude, c'était justement un problème d'ajustement des vêtements compressifs lors des mesures. Donc nous avons dû à plusieurs reprises réajuster la taille des vêtements compressifs chez certains patients. En conclusion, les vêtements compressifs donc de la marque Cerecare, faits sur mesure, sont efficaces pour réduire la douleur des patients atteints de syndrome des lèvres dans l'os. Ils semblent efficaces également pour prévenir les instabilités articulaires et l'indépendance fonctionnelle. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais nous avions également des résultats significatifs sur l'indépendance fonctionnelle. Ils semblent efficaces sur du long terme. C'est la première étude justement qui étudiait l'efficacité des vêtements compressifs sur 2 ans. Globalement, les patients étaient satisfaits de leur efficacité. Et néanmoins, dans ce qui a été observé, c'est que les vêtements compressifs ne conviennent pas à tous les patients, et notamment à ceux qui souffrent de douleurs neuropathiques ou allergiques au textile qui est utilisé pour fabriquer les vêtements compressifs. Donc, en conclusion, ce qu'on en a ressorti, c'est que les vêtements compressifs faits sur mesure peuvent être utilisés pour soulager la douleur des patients atteints de syndrome des lèvres dans l'os non vasculaire, en parallèle des autres traitements qu'ils ont dans le cadre de leur prise en charge multidisciplinaire. Cette étude donc, a été publiée cette année dans la revue internationale Healthcare
et vient s'ajouter à 3 autres études qui ont été publiées ces 5-6 dernières années sur l'efficacité des vêtements compressifs chez les syndromes des lèvres dans l'os. Et donc du coup, voilà, la publication de toutes ces études confirme l'importance du remboursement de ces dispositifs dans le cadre du traitement des syndromes des lèvres dans l'os non vasculaire. Donc je remercie. Alors ici, je suis un peu le porte-parole de toutes les personnes qui ont travaillé sur l'étude, donc je les remercie amplement. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Martine. Martine. Merci. Donc bravo, c'est vraiment très bien parce que c'est la première fois que c'est montré, effectivement, avec un recul long. Je m'interrogeais sur la spécificité, en fait, parce qu'en réalité, on sait bien qu'il y a beaucoup d'autres dysplasies qui n'ont rien à voir avec cette hypermobile, qui sont soulagées aussi par ce type de dispositif. Donc ce serait pas mal quand même aussi de montrer que ça n'est pas spécifique de ça, mais que ça pourrait être utile pour d'autres types de mocs articulaires pour lesquels on n'arrive pas à avoir de remboursement non plus. Oui, je pense que ça pourra être fait. Les syndromes des lèvres dans l'os ne sont pas les seules maladies, en effet, où c'est utilisé. Initialement, les vêtements compressifs, si je ne me trompe pas, avaient été créés pour les grands brûlés, pour aider à la cicatrisation, justement. Et du coup, je pense que l'usage des vêtements compressifs commence à être dévié, mais voilà, c'est peut-être quelque chose à faire. Future étude. Oui, d'inclure d'autres patients. Un autre groupe contrôle, oui, c'est bien. D'accord. Oui. L'une des limites, en effet, c'est qu'on n'a pas le groupe contrôle. On s'est vraiment concentré sur les syndromes des lèvres dans l'os. Voilà. Oui, alors je tenais à vous remercier pour cette superbe étude parce que c'est attendu depuis très très longtemps par les patients. Oui. C'est vrai qu'on a certaines caisses de sécurité sociale qui nous posent des soucis parce que ça n'est qu'une ATU et ça n'est pas encore quelque chose qu'ils considèrent comme définitif. Donc on espère que ça va aboutir effectivement à une prise en charge définitive et générale. Et un grand merci pour cette étude. Merci aux médecins et aux patients qui ont participé surtout. Une petite question pour vous sur l'effet que vous voyez. Est-ce que tout le monde a un effet, voilà, de 20 à 25%, comme vous expliquez, ou est-ce que vous avez des personnes qui répondent très bien? Est-ce que vous avez des bons répondeurs et des mauvais répondeurs et qu'à la fin, votre moyenne baisse? Mais il y a un peu de tout. Il y a une moyenne générale un petit peu sur la douleur. Et pour moi, ça dépend, enfin, de ce qu'on a observé, ça dépend surtout de la manière dont les vêtements étaient portés. Il y a des patients, en fait, on a une hétérogénéité sur le port des vêtements. En fait, on conseillait aux patients de porter les vêtements compressifs pendant au moins 6 heures par jour. Et en fait, donc, la plupart des patients, quand même, la grande majorité des patients l'ont porté en moyenne entre 6 heures et 12 heures par jour. Mais on a en effet des patients qui l'ont porté moins de 6 heures. Et dans ces cas-là, voilà, ça atténue les effets sur la douleur. Je ne sais pas si c'est clair, c'est bon? Oui. Bonjour Thomas Fongratano, très belle étude effectivement. Est-ce que vous avez pu mesurer, concernant la douleur, aussi une diminution de la consommation des antalgiques ou de recours à d'autres techniques? Si, ça a été mesuré. Alors de tête, je ne sais pas si le docteur Bénistan s'en souvient. En fait, c'était très difficile à évaluer. Donc au départ, c'était un de nos souhaits aussi, et c'était pas vraiment significatif, et c'était surtout très difficile à évaluer parce qu'en fait, les gens sur 2 ans ont changé de traitement entre le nombre de prises, la posologie, et donc c'est quelque chose sur lequel on a finalement très peu insisté dans la publication. C'était très compliqué à évaluer. En tout cas, on n'en a pas parlé là, mais ce que je trouve intéressant, c'est que on a quand même souvent des patients qui prennent énormément de médicaments, avec beaucoup d'effets secondaires, quand ils passent notamment dans des centres de traitement de la douleur qui prescrivent beaucoup, parce qu'il y a des centres qui prescrivent assez peu et puis d'autres qui prescrivent quand même notamment des morphiniques à haute dose qui sont vraiment avec des effets très néfastes chez nos patients, et d'avoir cette possibilité d'un traitement qui n'est pas du tout invasif, je pense, a
voilà, est quelque chose de positif et qui a été attendu, parce que c'est vrai que pendant longtemps on se disait bon, est-ce que finalement ça a un effet, ces patients qui se présentent là avec tout un tas d'orthèses. Bon, ça a été un peu critiqué et je trouve ça intéressant d'avoir la preuve que c'est efficace. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais donc on a mené une autre étude, parce que c'est vrai que la critique c'était qu'il n'y avait pas de groupe contrôle. On a mené une autre étude qui a été publiée aussi sur l'effet sur la stabilité, donc sur une plateforme de stabilométrie, avec là un groupe contrôle, des patients qui étaient traités par kinésithérapie seule, d'autres traités par kinésithérapie plus vêtements compressifs, et on a montré qu'il y avait vraiment une efficacité d'ajouter les vêtements compressifs à la kinésithérapie seule. Voilà. Moi, j'ai une petite question, parce que là on a parlé de personnes qui ont plus de 16 ans. Est-ce que vous envisagez une étude chez les enfants, et est-ce que les enfants, on peut leur prescrire aussi les vêtements compressifs, ou c'est pas du tout adapté? Parce qu'il y a le problème aussi peut-être du remboursement, je ne sais pas. Alors, si je ne me trompe pas, les vêtements compressifs sont également prescrits chez les enfants. Et je ne sais pas s'ils sont remboursés. Je ne suis pas du tout du côté médecin, donc je ne fais pas d'ordonnance, je ne sais. Alors, au départ, donc, cette étude, on l'a pensée avec le docteur Caroline Michaud. On aurait souhaité pouvoir faire une étude incluant les enfants. Et en fait, la difficulté, c'est la croissance chez l'enfant. Et donc, qui ne nous permettait pas, sur 2 ans, en tout cas, il aurait fallu les voir souvent et réajuster souvent. Oui. Mais je sais que Caroline aussi a recours chez les enfants aussi. Et puis Alexandra, qui est à côté de moi aussi, peut peut-être ajouter quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'était pas une volonté d'exclure les enfants, pas du tout. Au contraire, au départ, c'était vraiment un souhait commun. Mais voilà, pour des raisons un peu logistiques, organisationnelles, ça n'a pas pu se faire. Oui, on en prescrit aussi chez les enfants. Après, c'est des fois un petit peu plus compliqué pour eux de l'accepter parce que ça se voit. Donc, des fois, ils n'aiment pas trop. Et pour le remboursement, ça dépend. En fait, alors moi, c'est vrai que j'en prescris plutôt pour des troubles du spectre de l'hypermobilité plus que des SAID avérés. Et tout dépend un peu de la prise en charge de la mutuelle. Et voilà, après, on arrive à faire des montages financiers avec les gens qui les fabriquent, mais c'est un peu variable en fonction des patients. Je vais vous présenter une partie du travail qui a pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients atteints d'enchondromatose multiple. Alors les enchondromes, vous savez, ce sont des tumeurs bénignes du cartilage, et on parle d'enchondromatose multiple lorsqu'il y a plus de 3 enchondromes. Alors la classification internationale parle d'enchondromatose associée à IDH1 ou IDH2, et qui est classiquement connu sous le nom de maladie d'Ollier. Lorsque la maladie d'Ollier est associée à des hémangiomes, on parle de syndrome de Maffucci ou d'enchondromatose avec hémangiome associé à IDH1 ou IDH2. Les critères diagnostiques sont cliniques et radiologiques, avec, pour la maladie d'Ollier, au moins 3 enchondromes à croissance lente à partir des métaphyses, avec la colonne vertébrale qui est épargnée et qui n'est pas une maladie héréditaire. Le syndrome de Maffucci, c'est exactement la même chose, donc c'est la maladie d'Ollier plus des hémangiomes. Alors dans la littérature, quand on fait un petit peu le point, on voit qu'il y a sur la prévalence pour la maladie d'Ollier il y a une naissance un pour 100 000 naissances. Dans la réalité, c'est plutôt probablement beaucoup moins, on tourne plutôt autour de 1 sur 500 000, si ce n'est plus. Et pour le syndrome de Maffucci, il y a un peu plus de 2 patients qui ont été décrits. La localisation décrite dans la littérature pour la maladie d'Ollier, c'est quasi exclusivement unilatéral. Pareil, en réalité, c'est plutôt bilatéral. Alors il y a des cas unilatéraux, bien sûr, mais c'est plutôt quelque chose une atteinte qui est plutôt bilatérale. Le syndrome de Maffucci, également plutôt bilatéral.
plus de femmes atteintes dans la maladie d'Ollier que d'hommes, 50% pour le syndrome de Maffucci. L'apparition des premiers symptômes, dans les 2 cas, c'est très fréquemment avant 10 ans. Et ce qui va nous intéresser, c'est la prévalence de l'apparition des tumeurs malignes qui tournent entre 20 et 50% dans les 2 cas. Les hémangiomes sont d'apparition souvent secondaire aux enchondromes, mais pas exclusivement. Alors, il s'agit d'une mutation post-zygotique en mosaïque, ce qui explique le caractère asymétrique de l'atteinte. La mutation est retrouvée un peu partout dans les tissus et dans les lésions bénignes et malignes. Les gènes qui sont principalement décrits, ce sont les gènes de la lysocitrate déshydrogénase 1 et 2, qui sont essentiels pour le métabolisme de production de l'énergie via les mitochondries et la régulation de la différenciation cellulaire. Ces 2 gènes ont été montrés comme impliqués dans certaines pathologies tumorales comme les gliomes, les chondrosarcomes, les leucémies aiguës, myéloïdes et d'autres. Alors rapidement sur la physiopathologie, le mutant IDH1 va provoquer, alors je peux pas le montrer, mais c'est au milieu, là, en orange, va provoquer l'accumulation de D2 hydroxyglutarate, qui est un oncométabolite. Donc quand il s'accumule à cause du mutant IDH1, il va y avoir, via des hydroxylations, une dérégulation des chondrocytes et donc fréquemment l'apparition de tumeurs à la fois bénignes et puis malignes. Ce D2HG, il est détectable dans les urines et maintenant détectable dans le sang. Donc on peut avoir, à partir du moment où il est surexprimé, on peut le détecter, et donc anticiper, avoir l'espoir d'anticiper l'apparition de lésions tumorales. Alors l'objectif de ce travail, ça a été de préciser l'histoire naturelle, je vais en parler très peu dans cette présentation, de rechercher les facteurs prédictifs de l'apparition des lésions tumorales et puis de proposer une stratégie de suivi appropriée. Alors c'était une étude transversale observationnelle qui est toujours en cours, mais là je vais juste parler du questionnaire qui a été diffusé du 2 juin au 20 août via l'association de patients Ollier-Maffucci directement aux patients. Et ce questionnaire a permis de faire cette étude. Alors, sur les localisations des enchondromes, cette étude a plutôt une bonne corrélation avec ce qui est décrit dans la littérature, avec 80% d'atteinte des membres supérieurs, 60% des membres inférieurs. C'est ce qui est globalement décrit dans la littérature, et par un papier de l'équipe de Sobrera qui, en tout cas pour ces données-là, aussi la même chose sur 200 patients environ. Donc globalement, sur l'atteinte des enchondromes, on est plutôt identique. Donc il y a une bonne validité interne, en dehors du syndrome de Maffucci, où on a eu très peu de patients. Donc nous, on a eu 44 réponses, dont 7 pour le syndrome de Maffucci. Donc la localisation était plutôt unilatérale dans notre étude pour le syndrome de Maffucci, ce qui n'est pas le cas de la littérature, c'est plutôt 50-50, et dans le papier de l'équipe de Sobrera, c'est plutôt inversé. L'âge moyen des lésions, c'était d'apparition des premières lésions, donc on parle de tumeurs bénignes. Là, c'est 5 ans, enfin 4 ans et demi dans notre étude, et globalement avant 10 ans, comme ce qui est décrit. Les lésions malignes, elles, il y a une prévalence de 22% pour la maladie d'Ollier et 50% pour le syndrome de Maffucci dans notre étude, ce qui est à peu près corrélé avec ce qui est retrouvé dans la littérature, et un âge d'apparition qui est précoce, entre 20 et 30 ans. Pour comparaison, l'âge médian au diagnostic en population générale, c'est 70 ans de tumeurs malignes. Donc, dans notre étude, c'était principalement des chondrosarcomes et des gliomes. Très peu de tests génétiques qui avaient été réalisés, ou en tout cas où il y avait des résultats, puisqu'on avait 8 tests qui étaient positifs sur les 27 qui ont été faits, et quasiment aucun test du D2 de l'acidurie D2 hydroxyglutarate. Les facteurs prédictifs de l'apparition de lésions malignes dans notre étude en analyse multivariée, ça a été la présence d'enchondromes axiaux, d'enchondromes aux membres supérieurs, et lorsqu'un côté était plus atteint que l'autre. Donc il y avait un risque significativement plus élevé de développer une tumeur maligne quand il y avait des enchondromes dans ces localisations-là.
La localisation axiale avait déjà été démontrée dans une publication de 2011, mais elle s'intéressait qu'au chondrosarcome et pas aux tumeurs en général, alors que dans notre étude, c'est toutes les tumeurs confondues. L'atteinte des membres supérieurs et un côté plus atteint que l'autre n'avait pas été décrite. Donc il n'y a pas de traitement thérapeutique pour ces maladies. C'est une prise en charge symptomatique multidisciplinaire, comme vous pouvez le voir. Et je voulais juste parler de l'espoir thérapeutique qui est l'ivosidenib. Et là, je parle de thérapeutique parce que dans notre étude, il y a une patiente qui a répondu au questionnaire qui est traitée par ivosidenib, qui avait des douleurs qui étaient résistantes au palier 3 et qui était même résistante aux neuroleptiques. Et depuis qu'elle a l'ivosidenib, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus du tout de douleur, il n'y a plus de prise dentalgique, avec des chondromes qui ont arrêté de grossir. Donc sur la prise en charge, ce qu'on propose, nous, c'est une IRM corps entier et un dépistage dès le diagnostic de l'acidurie hydroxyglutarique, plus une prise de sang à la recherche du D2HG et des mutations génétiques IDH1 et IDH2. Il y a une différence entre la prise en charge des enfants et des adultes, avec un suivi clinique tous les 6 mois, une IRM cérébrale pour la recherche précoce de gliome et une imagerie qui reste encore à débattre entre les échographies et les IRM. Et puis à tous les âges, une prise en charge évidemment de la douleur et de l'aspect psychologique qui est très important dans ces maladies-là. Les perspectives de ce travail, c'est la rédaction du PNDS qui est en cours, avec une carte d'urgence qui, il me semble, existe déjà mais doit sortir en même temps que le PNDS. Et sur notre questionnaire, on a donc un peu plus de 50 réponses actuellement. Mais on va s'associer, il y a une association qui est en cours avec une équipe italienne qui a ce type de questionnaire et qui le fait de façon européenne, qui va centraliser le questionnaire de façon européenne et qui séquence le génome entier de ces patients. Donc on va essayer de poursuivre cette étude avec eux. Et puis, de notre côté, on va faire, côté du CRMR, on va essayer de faire 2 choses. La première, c'est l'accès compassionnel à l'ivosidenib, qui peut être vraiment très, très important dans la prise en charge. Et puis, essayer de créer une consultation multidisciplinaire localisée pour ces patients en côté pédiatrie qui n'existe pas pour l'instant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci pour ce beau travail. Moi, j'avais peut-être une notion un peu ancienne. J'avais la notion que dans le Maffucci était beaucoup plus pourvoyeur en fréquence de tumeurs malignes que l'Ollier, ce que vous retrouvez finalement. Mais dans les études que vous avez présentées récentes, c'est à peu près équilibré, voire même plus de tumeurs dans l'Ollier, ou alors j'ai mal vu. Est-ce que vous avez une explication sur ces différences ou par rapport... Voilà. Dans notre étude, on a 50%, mais on n'a que 7 patients. Donc, en termes de significativité, c'est un peu juste. Dans la littérature, il y a très probablement un biais de sélection avec simplement une description des patients les plus graves, entre guillemets. Et dans la publication de l'équipe de Sobrera, elle a fait la même chose sur 200 patients avec un questionnaire en ligne sur Facebook. Et probablement qu'il y a moins ce biais de... Alors, il y a un autre biais de recrutement, mais qui est différent et qui probablement ne sélectionne pas les cas les plus graves. Donc c'est probablement un peu abaissé, mais bon. Et en tout cas, effectivement, c'est pas clair pour le syndrome de Maffucci. Ouais. Sophie Monod, génétique moléculaire Necker. Je voudrais juste apporter une précision pour le diagnostic génétique qui est souvent négatif dans le sang et ça remet pas en cause le diagnostic, mais par contre, on est beaucoup plus performant quand on cherche la mutation dans le tissu lésé. Donc pour ces patients, quand une chirurgie est prévue, c'est bien d'organiser un petit prélèvement d'os pour la génétique. Oui, tout à fait. Et c'est l'idée, ce sera très probablement écrit dans le PNDS, cet aspect-là. C'est pour ça que le diagnostic est clinique et radiologique
a priori. J'ai une petite question. Comment vous expliquez l'augmentation de l'incidence des tumeurs en général pour une pathologie qui est une pathologie en mosaïque? Ouais. Oui. Alors il y a une susceptibilité typiquement dans la physiopathologie de l'IDH1 avec l'accumulation du D2HG à cause de l'IDH1. Et l'accumulation du D2 hydroxyglutarique va hydroxyler IF1, IF1 alpha, qui est un oncométabolite. Et donc à partir du moment où il y a une cellule qui peut dégénérer, ça suffit à faire à la fois la tumeur bénigne et la tumeur maligne. Il y a d'autres mécanismes associés, notamment sur l'angiogénèse, qui est aussi régulée par IF1 alpha. D'accord. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Est-ce que les patients qui avaient l'acidurie détectable dans les urines, enfin l'acidurie des hydroxyglutariques, avaient donc des caractéristiques cliniques particulières? Ils avaient des tumeurs malignes déjà présentes ou je ne sais pas, une distribution particulière de lésions? Alors sur notre étude, il y a 2 patients qui ont été testés et les 2 c'était négatif. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, c'est un faisceau de maladies avec très probablement l'acidurie des 2 hydroxyglutariques qui fait partie de ce faisceau et lorsqu'il est élevé, probablement augmente le risque de tumeur, mais en tout cas dans notre étude on ne peut pas répondre à ça. Marine Chauffin, association Ollier Maffucci. J'ai 2 choses à dire là, concernant le dépistage du D2HG. On a quand même un patient dans l'association, un membre de l'association, mais qui travaille dans les biobanques et tout ça, qui lui se fait faire son dosage avant traitement par ivosidenib et tout du long, et il voit ce chiffre baisser et être normal. Voilà. Sinon, je suis la maman de la patiente qu'a mentionné Mévine. Et donc ma fille a 18 ans et elle a eu plusieurs chondrosarcomes plus jeunes, et avec amputation, etc., chirurgie. Et elle a donc, grâce au docteur Boja à Necker, on a démarré donc, en accès compassionnel à l'Institut Curie avec le professeur Dose. Donc le traitement, donc c'est un traitement ciblé, c'est 2 comprimés à prendre le midi. Donc elle a commencé son traitement en février 2022. Elle prenait du Laroxyl tous les soirs parce qu'elle ne pouvait pas dormir autrement. En juin, elle a oublié de me demander son médicament parce qu'elle est très... pour elle, c'est important, ces médicaments. Bon, j'ai laissé passer. Et elle n'a plus jamais demandé son Laroxyl. Et un sommeil récupérateur. C'est-à-dire qu'avant, elle faisait des siestes, elle se couchait très tôt. Là, elle peut tenir jusqu'à minuit, elle se réveille à 7 heures, elle est en forme, quoi. Et ce qui est très important, elle a énormément de chondromes côté gauche, et le bras gauche qui est complètement différent du bras droit. Et je crois que c'était en septembre, elle fait de la natation en disport le samedi matin. Je l'ai vue se servir de son bras gauche. Elle s'en servait plus du tout dans l'eau depuis plusieurs années. Et donc elle peut le lever, elle a récupéré une motricité incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle marche de plus en plus longtemps. Parce que Mona, on a un fauteuil manuel à la maison, enfin, ou dans le coffre de la voiture. On a un fauteuil électrique, elle est en établissement médico-social de type IEM, hein, Institut, tout ce qui est éducation, enfin motrice. Hein. Et là, on voit des progrès pas possibles, quoi. Elle peut marcher 1,5 km, elle est moins fatigable, il n'y a plus de douleur. Donc ça, c'est ça que je voulais dire qui est très important. Puis la collaboration entre Curie, donc là, on est quand même en pédiatrie, hein. Curie et Necker qui se passe très très bien. Hein. Il y a des réunions communes, etc. Et donc pour terminer, juste, elle n'a pas aucun effet secondaire suite à ce traitement. Donc on ne sait pas jusqu'à quand elle va le prendre. Elle le prend depuis 2 ans, elle le prendra peut-être toute sa vie, j'en sais rien. Et il est seul contrainte, donc elle a une prise de sang par mois. Mais Curie ne veut l'avoir que tous les 2 mois. Ça ne sert à rien, la consultation tous les mois. Peut-être que bientôt on espacera encore plus. Et elle a donc un ECG à chaque fois, parce qu'il y a le problème de l'intervalle QT, voilà. Mais elle, il n'y a pas de variation. Et IRM au début de tous les 3 mois, maintenant c'est tous les 6 mois. Et les derniers IRM ont montré vraiment des améliorations incroyables au niveau de ses chondromes, parce qu'elle en a plusieurs, et du coup il n'est plus question d'opération. Voilà. Et donc, a priori en France, pour l'instant dans l'association qu'on connaisse, on connaît 3 personnes qui sont sous ivosidenib et ma fille est la plus jeune. Les autres sont des adultes de 30-40 ans. Voilà. Donc
beaucoup d'optimisme. Et puis on espère un jour que ça sera de plus en plus facile de l'obtenir pour les patients qui en ont besoin. Voilà. On espère. Merci pour ce témoignage. Non, mais en fait, rebonjour. Je ne vais pas reparler beaucoup derrière vous, votre témoignage suffisait. Hein. Mais effectivement, moi, je connais un adulte qui est transformé. Et la petite note que je voulais rajouter, c'était que sur les radiographies qu'on lui a faites, on a vu une réossification de ces chondromes sous isovédénib, sous anti-DH. Donc, ce qui est vraisemblablement assez intéressant. Et d'ailleurs, il avait remarqué, et je pense que c'est pareil pour Mona, que ces chondromes en fait avaient changé de structure. En fait, c'était solidifié. Hein, ils étaient plus durs et plus du tout douloureux. Même chose pour les angiomes. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a l'air d'être très intéressant là-dessus. Et puis, pour rebondir sur le commentaire de Massimiliano sur le dosage de ce fameux oncométabolite, effectivement, on peut le doser dans les urines, mais aussi dans le sang. On l'a fait pour un certain nombre de patients qui étaient passés par Lariboisière. Vous savez qu'on est couplé à Saint-Louis en hémato, c'est un dosage qu'ils font pour toutes les leucémies sous anti-DH. Et effectivement, on a l'impression sur les premiers patients peut-être on pourrait discriminer sur ces dosages des patients qui avaient des tumeurs prévalentes de ceux qui n'en avaient pas. C'est vraiment trop préliminaire. Il y a vraiment beaucoup d'intérêt dans ce domaine et je pense que ça permettrait d'affiner le suivi des patients si on avait d'autres marqueurs que l'imagerie pour le suivi de ces patients. Voilà. Est-ce que vous travaillez dans le parti observatoire des traitements sur les nouvelles procédures de repurposing ou de CPC, d'accès compassionnel? Est-ce que vous allez y travailler? Ouais. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on inclue ce traitement dans cette démarche qui prend de l'ampleur en ce moment et qui doit être au premier rang vraiment pour quand on a des impressions comme ça ou des histoires comme ça aussi marquantes. Moi, je suis Déborah Gainsburger, donc du Centre de référence dysplasie fibreuse. Alors, on a décidé de faire plutôt un petit tour d'horizon de la base dysplasie fibreuse, des différentes études passées et futures. Alors, donc, moi, je suis basée à Lyon, mais je tiens à saluer et remercier tous nos collaborateurs des différents centres de compétences et de notre nouveau centre constitutif. Alors, je vais être très rapide sur l'historique, puisque on en a déjà discuté ici à plusieurs reprises. Donc, sur notre base de données dysplasie, comme tout le monde, on avait commencé dans CEMARA entre 2014 et 2018 avec le fameux set de données minimales. Et on avait créé donc un dossier de spécialité qu'on appelait à l'époque PETAL pour la dysplasie fibreuse. En 2019, on avait appris que CEMARA passait à BAMARA, mais que le PETAL n'était pas poursuivi. Donc, il y a eu un petit moment de panique. Et là, je me suis rapprochée du système, de la direction des systèmes numériques des HCL, qui était précurseur dans le mode connecté et qui a réussi à récupérer notre dossier dysplasie et à l'importer dans notre DPI, donc qui est Easily, donc depuis CEMARA, pour permettre finalement un remplissage au fil de l'eau directement dans le DPI de la base. Donc c'était réglé pour le centre de référence, donc à Lyon, mais quid des centres de compétences, comment pouvait-il y accéder? Et c'est là que toujours la direction des services numériques a lancé la plateforme Hybride DF, avec donc pour projet la constitution de cohortes de patients interétablissements à des fins de recherche, mais aussi de prise en charge clinique. Donc l'objectif, c'était de créer une base de données nationale comportant des données cliniques relatives aux patients en dysplasie fibreuse et syndrome de McCune-Albright, provenant du centre de référence, mais aussi des centres de compétences. Donc, voilà schématiquement donc la plateforme hybride qui est à la fois qui est multicentrique, donc à la fois connectée à notre DPI Easily, donc d'autres centres qui utilisent Easily comme par exemple Saint-Étienne, mais je crois aussi Clermont-Ferrand et d'autres peuvent se connecter directement. Sinon, ça fonctionne comme une plateforme en ligne qui est bien sûr sécurisée, hébergée aux HCL.
Alors rapidement, ça nous a permis donc de constituer une cohorte de 714 patients. Donc ça, c'est les données présentées à SFR de l'année dernière. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'on a la base du centre de référence, mais également participation des centres de compétences. Et donc, ce qui nous a permis donc, de comparer les deux cohortes, centre de référence et centre de compétences. Globalement, on voit que les données sont similaires, que dans tous les centres, donc la forme monostotique prédomine. On a entre 14-18% de pourcentage de syndrome de McCune-Albright et autour de 2% de syndrome de Mazabro. Pour les circonstances de découverte, c'est la douleur osseuse qui prédomine. Alors bien sûr, c'est qu'un début, et dans les perspectives, l'objectif c'est de poursuivre, de compléter donc, pour tous les centres de compétences, et notamment donc, bientôt du centre de Thomas, et, voilà, qui devrait bien faire augmenter les chiffres. Alors pour les études qui ont été réalisées, donc on a participé tout récemment au consortium international pour la dysplasie fibreuse et le SMA, qui a eu lieu à Washington, donc organisé par le NIH. C'est très intéressant. Donc l'objectif, c'est de réunir chercheurs, cliniciens, des associations de patients, également évidemment très très dynamique. C'est vrai que c'est impressionnant quand on voit les Américains. Mais bon, c'est bien, ça motive et ça nous donne de l'espoir. On ne fonctionne pas tout à fait pareil, mais voilà, c'est intéressant. Donc, deux travaux présentés par le centre, entre autres, donc, ont été présentés. Le premier par Mélanie Legrand. C'est un travail qui vient d'être publié, qui s'appelle qui traite de l'efficience d'un centre de référence maladies rares avec l'exemple de la dysplasie. Vous le savez, puisqu'on est tous là aujourd'hui, les centres de référence et réseaux de santé maladies rares ont pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies rares. Et donc l'objectif de l'étude, c'était finalement évaluer l'efficacité du centre depuis sa constitution. On a été labellisé en 2006 et l'impact de cette organisation sur le diagnostic et la prise en charge des patients. Alors parmi les critères de jugement, on s'est intéressé donc au délai diagnostique qu'on a défini comme le délai entre l'âge au premier symptôme et l'âge au diagnostic, et définit le retard diagnostique comme un délai diagnostique de plus de 6 mois. Le délai de prise en charge étant le délai entre le diagnostic et la première venue dans le centre. Je ne rentrerai pas dans les détails des résultats, mais finalement, si on s'intéresse aux points clés, on constate que cette organisation au centre de référence a eu un impact positif, notamment sur l'activité du centre, puisqu'on a un nombre de patients qui a triplé. Cette organisation a été associée à une tendance à la réduction du retard diagnostique, pour l'instant qui est quand même encore insuffisante, puisque le retard diagnostique donc, concerne encore un tiers des patients avec un délai d'accès au centre qui reste long. Donc l'enjeu actuel est bien sûr de diminuer le délai d'accès aux soins au centre de référence pour diminuer ce retard diagnostique et permettre donc une prise en charge adaptée. C'est vrai qu'on en a parlé hier soir au COPIL, ça fait partie, je pense, des choses importantes qui passera probablement par la formation des médecins généralistes et d'où le nouveau groupe de travail. Alors une deuxième étude aussi qui a été présentée, qui est un peu plus originale, qu'on a appelée DF-Live, qui s'est intéressée à la qualité de vie des patients atteints de dysplasie et de McCune-Albright. C'est une étude donc, qui a à la fois une approche quantitative et qualitative. Pourquoi cette étude? Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment, surtout dans les formes polycystiques, que la qualité de vie est abaissée chez ces patients, mais finalement, il n'y avait pas de données dans la littérature. Donc, il y a eu deux approches, comme je disais, à la fois quantitative avec différents questionnaires. Alors, habituellement, ça repose sur la SF36. Il y a aussi une analyse qualitative qui est passée par des focus group. Concerner des patients majeurs avec au moins une lésion osseuse et suivant en centre de référence. La sélection des patients a été aléatoire. Alors, patients majeurs, c'est vrai que ça a été regretté par pas mal de patients et de leurs familles, mais c'est vrai qu'au niveau réglementaire, il faut reconnaître que c'est souvent plus simple. Un petit mot sur les focus group. En fait, ça a beaucoup plu aux patients. C'était des petites sessions entre 4 et 8 patients, sous forme de table ronde avec un modérateur, un observateur, où on a enregistré les différents témoignages des patients. Et ensuite, le verbatim a été retranscrit et organisé sous forme de thème. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais
quand même quelques petites notions à propos du diagnostic. Ce qui ressort, c'est le problème de l'errance diagnostique, hein, qui est vécu vraiment comme une souffrance. Donc on en revient voilà, à ce problème, avec le diagnostic qui est ressenti comme une délivrance. Concernant les symptômes physiques, là aussi, beaucoup de verbatim qui interpellent, et notamment donc, la douleur comme symptôme dominant, mais également les fractures, les déformations, la fatigue. À propos du moral, de l'estime de soi également, ça a été l'occasion d'échanges riches avec toujours donc, en partie liées aux douleurs, certaines notes de dépression, d'anxiété, de peur aussi des complications. Les thérapeutiques ont été aussi évoquées avec bien sûr les traitements par biphosphonate qui sont vécus de façon très différente en fonction des patients, avec pour certains un énorme bénéfice, pour d'autres parfois aussi une perte ou un manque d'efficacité. Alors une petite conclusion sur cette étude qualité de vie. Alors c'est vrai que la dysplasie fibreuse, elle est très très hétérogène. Il peut y avoir une atteinte monostotique qui finalement est découverte par hasard, comme des atteintes très sévères qui touchent tous les os. Et donc forcément, l'expression est variable et il est difficile d'établir des modèles en termes de qualité de vie, difficile de faire une moyenne. Ceci étant, on voit que la douleur reste un élément crucial qui est très variable. Alors c'est vrai que c'est souvent par poussée avec des crises, donc difficile de... voilà, il faudra probablement réfléchir sur les modèles d'évaluation. On a parlé de problèmes de l'errance diagnostique et de la prise en charge de la santé mentale. Donc, c'est des axes qu'on veut développer. Un petit mot quand même, on en reparlera ensuite, c'est que c'est vrai que la limite, c'est qu'effectivement, ça a porté que sur un petit groupe de patients. Enfin, ça quand même, au total, c'était 119 patients sélectionnés de façon aléatoire. Et c'est vrai qu'on en a parlé lors de la réunion patiente. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les patients et qu'il faudra probablement développer. Voilà, on voulait aussi évoquer avec vous des études qui sont actuellement au stade de projet, dont on attend les résultats donc, pour l'année prochaine. La première donc, est centrée sur l'atteinte digestive dans la dysplasie fibreuse. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu. On sait que la dysplasie fibreuse est liée à une mutation GNAS, sur le gène GNAS, et cette mutation prédispose à certains cancers. Ça c'est objectivé, notamment de la thyroïde, du sein, mais aussi des sarcomes, des ostéosarcomes. Il a été montré qu'elle peut être aussi associée à des anomalies digestives, des anomalies des voies biliaires, adénome hépatique, et ces fameuses tumeurs pancréatiques appelées TIPMP. Or, ces TIPMP, c'est un problème qui s'avère quand même relativement fréquent et qui peuvent être des lésions précancéreuses, qui nécessitent donc une surveillance en cas d'évolutivité ou de dégénérescence. C'est pourquoi, lors de la rédaction du PNDS, on avait recommandé de dépister par une IRM pancréatique les patients atteints de dysplasie fibreuse polyossotique. Bon, le problème, c'est que maintenant, quand on les dépiste, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, d'où cette étude pour essayer un peu d'avoir un consensus sur la surveillance. Donc, c'est une étude épidémiologique descriptive, donc, dont l'objectif est d'étudier l'épidémiologie et les caractéristiques de ces anomalies dans une démarche de soins courants. Donc, les objectifs secondaires seront d'identifier les facteurs pronostiques de ces anomalies, de décrire le spectre de gravité et d'estimer l'âge de début des anomalies. C'est vrai que c'est aussi une question. Est-ce qu'il faut le faire chez les patients sévères dès l'enfance, au passage à l'âge adulte? C'est beaucoup de questions. Et à terme, donc, on espère qu'une compréhension de ces anomalies pourra permettre évidemment d'améliorer la prise en charge et la surveillance dans cette population à risque. Là encore, on s'est pour l'instant consacré aux patients majeurs, âgés donc de plus de 18 ans, ayant bien sûr une IRM pancréatique. On passera par la base hybride nationale. Donc, cette étude va concerner le centre de référence, mais aussi de plusieurs centres de compétences. Donc, se sont portés volontaires pour y participer. Une autre étude qui sera aussi très intéressante, qui est à l'initiative de nos collègues lillois, et en particulier de Bernard Corté, c'est l'étude de la prévalence du diabète phosphaté. En effet, finalement, cette prévalence est assez mal connue, et quand on a repris les valeurs de la base, on s'est rendu compte que c'est des données qui manquaient régulièrement, donc la phosphorémie et le taux de réabsorption du phosphore.
Donc, on va tout simplement se pencher sur le sujet et décrire donc la prévalence du diabète phosphaté dans la dysplasie fibreuse et le syndrome de McCune-Albright. Donc là encore, ça sera une étude nationale. Et enfin, c'est un sujet attendu, je vois. Alors, je ne suis pas du tout la meilleure personne pour vous parler de ce travail, mais on a été, dans le cadre du groupe de travail, donc base de données, bien convaincus par Jean-Philippe Bertoccio qui nous a présenté son travail sur Compare. Et donc, qu'est-ce que c'est Compare? C'est une plateforme de recherche collaborative connectée et finalement, c'est une base de données remplie par les patients. Donc, l'objectif de Compare, c'est donc une meilleure connaissance des patients atteints de maladies chroniques et de faire avancer la recherche sur ces maladies spécifiques et aussi prendre en compte la multimorbidité. Donc en fait, cette cohorte, enfin, cette base de données donc, est constituée de questionnaires généraux pour tous les patients sur les habitudes de vie, la douleur, la qualité de vie. Et aussi, il y a des questionnaires spécifiques à chaque pathologie. Et donc des projets qui ont été rédigés, validés par le comité scientifique. Et donc Jean-Philippe nous avait présenté son projet sur hypoparathyroïdie. L'idée, ça serait donc de le développer dans la dysplasie fibreuse. En pratique, donc, ce sont des questionnaires qui sont complétés en ligne, à peu près de façon mensuelle, qui durent quand même entre 10 et 30 minutes. Et c'est pourquoi la collaboration avec les associations de patients est bien sûr indispensable. Donc l'idée, ce serait de développer une cohorte dans la dysplasie fibreuse. Et comme je vous disais, on s'est rendu compte que cette étude sur la dysplasie fibreuse avait suscité beaucoup d'intérêt des patients. On a encore beaucoup de réponses à donner. Donc l'idée, ça serait effectivement d'étudier la qualité de vie et peut-être plus particulièrement le retentissement socio-professionnel de la dysplasie fibreuse. Voilà, pour finir, je remercie toute l'équipe du centre de référence et je suis donc disponible pour des questions. Merci. Moi, je voulais savoir pourquoi ça concerne que les DF polyostotiques pour le lien entre troubles digestifs et DF. Parce que ce qui a été montré pour l'instant, c'est que ça s'était retrouvé que dans les dysplasies polyostotiques. Voilà. Dans une forme assez sévère. D'accord. Donc pas McCune-Albright non plus. Alors, la plupart, la grande majorité des McCune-Albright sont polyostotiques en fait. Oui, d'accord. Voilà. J'ai une petite question sur le registre EDF. Est-ce que vous avez prévu d'interroger la BNDMR pour savoir s'il y a des patients qui seraient dans des centres qui ne font pas partie de votre réseau? Une extraction d'EDF déclarée dans la BNDMR? On n'a pas prévu, mais c'est effectivement une bonne idée. Pour l'instant, on essaye déjà de faire en sorte que les centres remplissent Bamara, ce qui n'est pas simple. C'est vrai que pour nous, comme c'est connecté, c'est une démarche qui est quand même assez fluide dans la pratique courante. Mais effectivement, on pourrait tout à fait interroger à l'inverse à la BNDMR, qui, je pense, nous répondra. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai une question. Non, c'est vrai qu'on en a déjà discuté avec Jean-Philippe, se poser la question dans Compare, et je pense que c'est vraiment quelque chose à creuser, parce que c'est vrai quand on en a discuté, par exemple au petit déjeuner avec Karel, qui est par ici, c'est vrai que dans Compare se pose le problème des patients lesquels finalement se déclarent. Et c'est vrai que si on arrivait à ensemble demander une connexion avec la BNDMR, comme on en a déjà parlé, ou trouver comment pourrait-on faire pour finalement faire en sorte que les patients qui se déclarent dans Compare se déclarent à la demande de leur médecin finalement? Alors ça c'est un sujet. Alors là, je mets ma casquette à la fois de Compare et d'éditeur du logiciel pour Compare. En fait, il y a le recrutement initialement qui a été fait dans Compare, c'est vraiment uniquement les patients eux-mêmes qui vont arriver sur la plateforme et qui vont déclarer leur pathologie. Là, ta demande, c'est de dire, en fait, en gros, il y aurait un binôme, il y aurait le médecin qui validerait quelque part la pathologie qu'aurait le patient. Ça pose des soucis sur les pathologies qui peuvent être très complexes de phénotype et où il y a besoin d'avoir un phénotype très particulier, là où tu as besoin de savoir c'est telle ou telle chose.
Le problème, c'est que tu vas multiplier en fait par 2 le frein à rentrer dedans, parce que les patients, tu imagines bien qu'ils vont pas tous avoir envie de rentrer dedans. Et moi, je vois dans la cohorte Hippopara, on les sollicite beaucoup, et il y en a plein qui en fait ne rentrent pas parce qu'ils n'ont pas envie de consacrer ce temps supplémentaire, ils voient pas l'intérêt. Enfin, il n'y a pas forcément leur intérêt direct. Et les collègues médecins, tu vois, ça veut dire que tu imagines que tu as un autre médecin qui va dire OK, je l'invite ou pas. L'autre façon qui est prévue, en fait, c'est plutôt de partir de... Tu as un listing avec des points de contact de patients, et au lieu de toi avoir affiché dans la consultation tu vois, le QR code, le lien, en fait, les patients vont recevoir directement sur leur email ou sur leur téléphone l'invitation à rentrer direct. Ça leur fait, tu vois, un frein de moins peut-être sur le... C'est pas mal. Donc vois, ça pourrait être les médecins qui fournissent cette... Oui, si tu vois, mais ça nécessite que tu aies dans ta base le point de contact. Et nous, on a regardé, je ne sais pas si Pascal est là, je crois que je l'ai vu ce matin, pour la partie Hippopara, on a essayé de regarder dans nos dossiers patients informatisés quand on avait les adresses mail ou les numéros de téléphone portable des patients, et en fait on se rend compte que nos fichiers sont en fait très mal remplis déjà à l'hôpital, donc il nous manque une partie de ces données-là, quoi. Donc, et ça nécessite aussi d'avoir l'accord des patients pour les contacter sur ces sujets-là, etc. Mais, voilà, j'allais dire le GDPR, faut faire attention. Hein. Voilà, on doit exactement. avoir l'accord des patients avant de pouvoir les mettre dans un listing et de les contacter. Hein. Exactement. Mais donc ça, c'est un gros travail des équipes de centre de référence, hein, d'obtenir cet accord et qu'il soit bien inscrit dans les fichiers. Hein. Mais c'est même pour la BNDMR, hein, on est censé tous donner une feuille d'information qu'on va les inscrire dans la BNDMR, etc. Comment ? Oui, on le fait tous, absolument. Une information orale. Ouais. Oui. Mais oui, mais le sujet que tu soulèves, en fait, c'est assez central. Mais en fait, c'est c'est vraiment le truc entre le frein que ça peut représenter et comment on peut fluidifier pour avoir des gens. Après, mais tu vois, dysplasie fibreuse, des fois, il peut y avoir une dysplasie de hanche, rien à voir, et qui dit oui, c'est. Donc c'est vrai le terme dysplasie parfois est trompeur, donc c'est vrai que. Mais on peut faire le travail dans l'autre sens, en fait, ce qui a été fait par exemple dans la cohorte endométriose et que moi je trouve assez fabuleux, où ils ont travaillé sur les données rapportées par les patients versus les données dans les dossiers médicaux et de vérifier en fait quelle était la qualité des données du diagnostic, etc., qui était rapporté dedans. Et dans l'endométriose, alors il y a un biais de sélection. Les femmes qui participent à l'étude, quand elles participent et qu'elles communiquent des informations médicales, elles sont capables d'être très très pertinentes avec une précision de l'ordre de 95% sur le diagnostic et sur le traitement qu'elles reçoivent. C'est intéressant aussi. Merci beaucoup. D'autres interventions ou remarques pour dysplasie fibreuse ou en général puisqu'on va arrêter la matinée ici, mais est-ce que vous avez des points que vous souhaiteriez aborder sur les activités filières, la recherche, le soutien? Non, ça va? Tout le monde va bien? Déborah, est-ce qu'il y a des ETP pour DF? J'ai le plaisir de vous annoncer que notre projet création de programme ETP a été sélectionné. Parce que j'ai vu que tu parlais de focus group et ça m'a fait tilter sur ETP. Non, mais tout à fait, c'est quelque chose qui manquait. Et voilà, donc on a sauté sur l'occasion de l'appel d'offres d'Oscar. Et donc on va... Alors bon, quand je vois le Serious Game présenté, je suis pas sûre qu'on arrive d'emblée à ce niveau de qualité, mais c'est vrai que c'est toujours stimulant de participer à ces réunions parce que voilà, Mais Ania nous a bien montré que le Serious Game, c'était 3 ans de travail. Oui, c'est ça. Merci. Maintenant, Merci ce de me rassurer. Ce travail est fait.